C'est déjà, c'est déjà le 250e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu, ici on parle vélo, ici on parle cyclisme. Le Coup Tordu, le podcast des passionnés pour les passionnés. Très content de vous retrouver pour ce 250e épisode. Alors dans l'épisode précédent, le 249e avec Latib et avec Phoenix, on vous avait fait la preview du Het Nieuwsblad. On n'a pas été trop mauvais, hein. On avait bien vu le scénario avec Thibaut, le podium de Paul Magnier qui rentre bien évidemment. Et là on se retrouve pour, moi c'est ma course préférée. Pour moi c'est clairement c'est même pas le 6e monument, c'est le premier monument. C'est celle que je kiffe par-dessus tout. On se retrouve pour la preview des Strade Bianche 2025 qui a lieu ce samedi 8 mars. Et pour ça, la Dream Team du Coup Tordu est dans la place. Monsieur Phoenix alias Enzo, comment va mon Phoenix ? Bah écoute, ça va très bien, très content d'être là comme d'habitude pour en plus parler d'une des plus belles courses de la saison. C'est la plus belle. Allez, je te l'accorde. Bon, merci Enzo. Et dans la place également, Monsieur Thibaut alias Latib. Ça va mon Thibaut ? Eh ben ça va très bien et j'ai hâte de commencer ces Strade Bianche avec vous pour parler de la victoire de Tadej Pogačar. Merci, le podcast est fini. Allez, salut. Eh ben on se retrouve la semaine prochaine pour Paris-Nice et pour Tirreno. Ciao les amis. Il y a quand même pas mal de petites choses à décrypter sur ces Strade Bianche. Juste avant, pour attaquer l'épisode, je fais quand même un petit débrief de Bistro Vélo. Ben vas-y, j'allais te lancer dessus, donc vas-y à cœur joie. Bon, déjà un gros big. Alors moi, il y en a un qui m'a fait rire, c'est le petit Ruben. En fait, c'est un auditeur du podcast du Coup Tordu. Il m'envoie souvent des messages sur Instagram et il me dit, avec mon père, il me dit, on écoute le podcast quasiment depuis le début. Et il me dit, on s'attendait à tout sauf à te voir dans Bistro Vélo. Alors je vais te dire un truc. Voilà, j'ai répondu, moi aussi, je m'attendais à tout sauf à me voir dans Bistro Vélo. Non, je remercie encore Guillaume Di Grazia, Nicolas Fritsch, Flo Pigeon, bien évidemment, toutes les équipes d'Eurosport, le vigile jusqu'à la dame à l'accueil, les gens qui ont travaillé sur le Bistro Vélo. Pour ceux qui sont pas au courant, voilà, j'étais à Bistro Vélo, il y avait Arnaud Delis et Pavel Sivakov. Donc bien évidemment un moment de dingue. Mais moi surtout, ce que je voudrais dire par-dessus tout, c'est que on n'est pas professionnel du cyclisme, hein, voilà, on vit pas de ça. Mais moi, ce que je trouve vraiment bien, c'est que Guillaume Di Grazia, Eurosport, Louis-Pierre Frileux nous en a déjà parlé quand il était venu dans le podcast. C'est de pouvoir nous donner accès à Eurosport, à nous, on va dire la communauté, les fans. On va dire que à l'ancienne, le cyclisme se divisait en 3 catégories. Les cyclistes, donc les professionnels, les sportifs, les médias et le public. Et nous, on a une sorte un petit peu d'intermédiaire entre le public. En même temps, on crée du contenu, mais on n'est pas les seuls. On a vu Samuel Le Ratagas dans l'émission. On pense à Sans Oreillette, au Petit Plateau, les Gotha à la française sur YouTube. Enfin, il y a plein de contenus. Moi, j'ai découvert Ben Cycling aussi, qui est venu me faire un petit coucou ces derniers jours sur TikTok. Donc, il y a énormément de contenu et on est tout simplement des passionnés et si on peut tout simplement aussi amener des fenêtres de tir en plus pour permettre aux équipes qu'on parle d'elles, que peut-être il y a des sponsors, des investisseurs qui se disent tiens, le vélo ça peut être sympa, il y a une commu sympa, donc si on peut amener ça en plus de la télé, même modestement on le fait et parce qu'avoir une passion et la partager, la faire partager entre nous, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Et encore une fois, merci à Guillaume et à Louis-Pierre Frileux de laisser un 3e siège comme ça dans Bistro Vélo, pour des gens qui ne sont pas professionnels du cyclisme et qui peuvent venir s'exprimer et poser des questions aux champions. Puis maintenant, moi, Thibaut et Enzo, j'attends votre tour. Hein. Moi, j'attends le tour d'Enzo qui nous gratifie de sa plus belle des connaissances télévisées sur le cyclisme italien. Non, mais on verra. Je lui ai dit à Guillaume, je lui ai dit que vous étiez chaud. Je lui ai dit que vous étiez très très chaud. Donc on a fait le petit tour sur Bistro Vélo. Écoute, sans doute. Après, si t'as des rajouts, fais-en. Mais oui, c'était un plaisir de te voir. Et puis, je tiens à souligner quand même les très bonnes questions au bon moment. Ah, merci. Écoute, mais c'est vrai. En plus, on avait rien préparé. Guillaume m'a dit viens à la cool. Il m'a juste montré le conducteur 5 minutes avant. Donc non, vraiment très bon esprit, cool détente. Je trouve bien
font bien les choses et voilà, et ça fait super plaisir et voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas vu l'émission, elle est disponible sur la chaîne YouTube d'Eurosport et puis sur l'appli Max bien évidemment. On attaque la preview d'Estrade Bianchi les copains. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Enzo, je vais te laisser la main sur le parcours. Alors, je crois qu'il y a quand même quelques modifications notables depuis l'année dernière. On va dire que ça bouge pas mal. Enfin, ça bouge pas mal. Ça bouge en tout cas sur ces 2 dernières années. Ouais, l'année dernière, on a eu l'ajout d'un circuit dans le final. Sur les éditions précédentes, après le secteur des Tolfé, à la toute fin, les coureurs prenaient direction Sienne pour rallier l'arrivée. Là, en fait, on a rajouté une boucle avec d'autres secteurs pavés, n'importe quoi, des secteurs de Sterati, ce qui en a rajouté en tout 4, si je dis pas de bêtises, dont en fait le Colle Pinzuto et les Tolfé qui sont faits 2 fois, plus de nouveaux sur le circuit. Et donc on est sur le même schéma cette année avec en plus un peu avant la mi-course un autre secteur qui a été ajouté de 9 km 300 de Sterati. Donc on se retrouve avec quasiment 82 km de secteurs non asphaltés sur 210 km de course, qui est assez impressionnant. De mémoire, Paris-Roubaix, c'est quoi? C'est 250 km, dont 50 km de pavé? Un truc comme ça? Ouais, à peu près, ouais. Bah, en gros, en très très gros. Là, c'est 82 km de chemin caillouteux sur 210 km. Donc on est sur un pourcentage assez élevé. Est-ce que ça va changer beaucoup de choses par rapport à l'année dernière? Dans le fond, non, sauf peut-être le lieu de l'attaque de Pogačar. Ça, on a déjà un peu parlé. Et dans le fond, je suis pas forcément en désaccord. Mais je pense que ça va plus se faire, j'ai envie de dire, de manière naturelle que de manière recherchée. Mais on pourra en discuter. Alors Thibaut, je crois que du côté de la Visma, on s'est un petit peu plaint en disant que désormais l'Estrade Bianchi était devenue une course pour les grimpeurs. Enzo, tu vas aussi t'exprimer là-dessus. C'est un petit peu un débat aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour toi, Thibaut, on a durci le parcours? Alors l'année dernière, on avait durci le parcours par rapport à 2023. Ça, c'était clair et net. Est-ce que 2025, on a durci le parcours par rapport à 2024? On a durci la sélection parce que Enzo nous a parlé de ces secteurs empierrés avec l'ajout du Serravalle juste avant le Martino Ingragna qui est lui-même situé juste avant Sante-Marie où Tadej Pogačar avait attaqué. En général, le secteur de Martino Ingragna servait un peu plus de bataille de placement et de première sélection avant d'opérer les attaques qui avaient lieu chaque année dans le Sante-Marie. Et là, on avait des groupes qui se formaient et que ce soit des groupes de tête, des groupes de chasse, et la course implosait à ce moment-là. Elle implosait à une 40aine de kilomètres de l'arrivée. Avec l'ajout de cette boucle, elle a implosé à 81 km de l'arrivée. Là, la spécificité avec ce Serravalle, c'est que sur l'espace de son entrée à la fin de Sante-Marie, on a 40 km. Sur ces 40 km, on a littéralement 30 km de chemin de terre. Donc ça va rajouter de la nervosité et peut-être l'envie que la course se décante un peu plus tôt pour éviter tout problème, parce que on le sait, si tu as un problème, le temps d'être dépanné par ta voiture, tu peux perdre énormément de temps. Donc on peut anticiper peut-être une attaque dans le Martino Ingragna, mais si on anticipe une attaque dans le Martino Ingragna, pour moi, c'est la marque à 93 km de l'arrivée. C'est les pentes qui sont les plus élevées dans ce secteur, qui sont en fin de secteur. Et là, après, advienne que pourra. S'il n'y a pas d'attaque à cet endroit-là, ce sera techniquement au même endroit que l'année dernière, à 80 km de l'arrivée. Et puis là, Tadej Pogačar va faire sa course et les autres courront pour la deuxième place. Enzo, est-ce que pour toi, on a durci le parcours par rapport à l'année dernière? Ah oui, de toute façon, à partir du moment où tu rajoutes quasiment 10 km de chemin comme ça, juste avant San Martino Ingragna, qui de base était le secteur où ça commençait un petit peu à se mettre en file indienne, oui, évidemment. Par contre, la vraie différence qui est entre San Martino Ingragna et les Monte Sante-Marie, qui est le secteur ces dernières années qui est le plus sélectif, c'est que sur les Sante-Marie, ça monte, mais ça descend aussi.
Et l'année dernière, si je dis pas de bêtises, c'est surtout dans la descente que Pogačar fait le trou. Et il y a 2 ans, c'est là que Pidcock part dans la descente aussi pour rejoindre les Demarchi. De mémoire, hein, j'essaye. Je crois que c'était Demarchi qui était tout seul à l'avant à ce moment-là. Non, c'était Bettiol. Bettiol, il est parti derrière, mais il est tombé. Et je crois que c'était Demarchi qui était dans l'échappée matinale. Je parle vraiment de mémoire, donc je peux me tromper, mais je suis presque sûr. Bref. Et en fait, la descente dans les Sante Marie est quasiment aussi importante que la montée, parce qu'elle est assez technique et surtout très rapide. Et si t'es pas un bon pilote dans une descente rapide sur des graviers, bah automatiquement tu peux perdre beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que je dis, si ça doit se faire dans San Martino Ingragna, ce sera plus parce que du coup UAE va mettre un rythme tellement élevé que Pogačar va se retrouver de fait derrière son dernier équipier. Mais je pense pas que ce soit spécialement le plan. J'ai lu une interview là de Bettiol qui lui espère que Pogačar parte dès San Martino Ingragna à son bord de l'arrivée et qu'il les laisse tranquilles après pour qu'eux puissent faire leur course pour la deuxième place. C'est très fataliste, mais en même temps assez réaliste aussi. Mais il dit pas ça de manière triste, tu vois, c'est juste on sait, tu vois, on est là, le mec va gagner, OK. Mais notre course, c'est pas sa course. Et vice versa. Ouais. Donc ça c'est un peu le deal depuis quelques années, tu vois, c'est quand il est là, et puis en 2023 c'était quand les Jumbo étaient là, t'as leur course et la course des autres. Maintenant, un sujet là que pareil j'ai vu beaucoup revenir sur l'aspect dur de la course, et que ça dénature un peu le truc, et que c'est plus les mêmes coureurs qui peuvent performer, et qu'il y a moins de mecs bons qui font la course. Je me suis amusé aujourd'hui à regarder un petit peu la qualité de la start list sur Pro Cycling Stats. Du coup, alors je dis pas que leur système de points et de notation est infaillible et bon, mais en tout cas, si tu prends ce point de référence sur toutes les saisons, on a un point de référence qui est identique, avec les mêmes critères. Ça donne une base. Voilà. Et donc, c'est très simple. Donc, prenons 2022 et 2023, la qualité de la start list était entre 662 et 688. 2024, la course se durcit, donc techniquement, ça plaît à moins de gens, en tout cas moins aux punchers. On passe à une start list à qualité 775 et cette année on est à 711. C'est-à-dire que les 2 éditions avec le parcours plus difficile ont une qualité supérieure de start list par rapport aux 2 éditions précédentes avant le changement. Donc c'est totalement faux de dire que la qualité de la start list baisse. Maintenant, est-ce que ça a vraiment permis de changer le type de mecs qui peuvent s'imposer ? Regardons l'année dernière. Vous allez être d'accord avec moi pour dire que Pogačar est un cas complètement à part. J'espère que ce soit un truc pour puncher ou pour grimpeur, de toute façon, il n'a pas de concurrence. Mais si tu regardes qui fait podium l'année dernière, Van Gils et Skuins. Alors je suis désolé, je connais un petit peu le vélo, je veux bien pas être le professionnel ultime, mais je suis pas certain que les mecs soient des purs grimpeurs. On a durci la course, oui, mais on n'en a pas fait une course pour purs grimpeurs. Par contre, on a probablement permis à des grimpeurs d'avoir une meilleure chance de s'imposer en réduisant celle des punchers. Mais c'est pas pour ça qu'on a annihilé les chances des punchers non plus, ou des classic man. Donc pour moi c'est vraiment un faux débat. Les gens veulent juste pas que la course change alors qu'elle est très jeune, et je suis désolé, c'est la 17e ou 18e édition. Toutes les courses, même les centenaires aujourd'hui, n'ont jamais eu le même parcours pendant 100 ans, ça n'existe pas. Les Strade Bianche, c'est une course jeune qui se cherche encore. Alors, pour rentrer dans l'appellation catégorie monument, j'en sais rien. De toute façon, ça ne se fera pas avant des décennies si ça doit se faire. Parce qu'un monument se fait aussi sur l'histoire, pas que sur la beauté du parcours, sa difficulté, ceci, cela. Sur l'histoire avant tout. Mais je vois absolument aucun problème à ce qu'ils durcissent la course. Et de toute façon, ils vont peut-être continuer à la durcir jusqu'à se rendre compte qu'ils sont allés trop loin, revenir un peu en arrière. C'est une question d'ajustement, comme pour toutes les courses. Ils ont bien changé le final de Liège-Bastogne-Liège. Ils ont bien essayé de durcir Milan-San Remo. Milan-San Remo, avant, n'avait pas toutes ces petites côtes comme ça le long du parcours. Sauf qu'à un moment, c'était tellement que des sprints massifs, ils se sont dit, on va essayer de rééquilibrer un petit peu. Et aujourd'hui, tu arrives à un truc où à peu près n'importe qui peut s'imposer sur Milan-San Remo. Ah oui, Paris-Roubaix jusqu'à Stimblinski et la trouée d'Arambert, le parcours de Paris-Roubaix, je crois, jusqu'à la fin des années 60, n'a rien à voir avec le parcours qu'on a aujourd'hui.
T'allais dire Thibaut. Ma course était déjà vieille, tu vois. Enfin, ouais, oui. T'es cinquantenaire. Mais néanmoins, ce que je peux rajouter, c'est que bon, elle cherche un peu cette stature de monument. Faut aussi rappeler que cette stature de monument, elle vient avec l'imaginaire collectif. Hein. On parle de monuments qu'à la fin des années 80, début des années 90. Avant, ça restait des courses un peu prestigieuses, mais comme les autres. Est-ce que la légitimité d'un monument vient avec l'ancienneté? Est-ce que ça vient avec la distance presque réglementaire des plus de 250 km pour en avoir les fondements? Ça, je suis pas certain non plus. Et rajouter de la difficulté à une course qui était déjà extrêmement sélective et qui était ouverte, bon, je suis pas sûr que ça aide et ça donne un bonus pour devenir un monument. Pour moi, il n'y avait pas non plus besoin de la durcir plus qu'elle ne l'était déjà. Je suis d'accord avec toi, c'était pas nécessaire. Mais en fait, le vrai problème qu'il y a, c'est que les 2 premières années où elle est durcie, il y a Pogačar. Donc, en fait, on n'a aucune idée de ce que ça implique vraiment. Parce que derrière, les mecs vont pas courir de la même manière automatiquement. Enfin, c'est logique, tu vois. Une fois que la victoire est partie, alors c'est super, tu vas essayer de faire podium, mais tu cours clairement pas de la même manière. T'es peut-être moins sur la retenue. Toi, t'es plus à te dire. On reprend le podcast de l'année dernière. On avait cette question avec Tadej Pogačar. On se demandait s'il allait vraiment attaquer à 80 km parce que tu refais l'historique de toutes les années. Santemarie était le secteur décisif où la course implosait et ça paraissait quand même assez optimiste et assez loin de partir à 80 km de l'arrivée. Grand bien nous en a fait vu que le Slovène s'est senti pousser des ailes et qu'il est parti pour un raid de 80 km et que on sait très bien que cette année s'il attaque pas dans le Martino Ingrania, il attaquera dans Santemarie et il repartira pour un show de 2 heures. Ouais, et tu vois, un des autres trucs aussi que les gens, que j'ai pas mal lu, c'est mais regardez, il y a que 2 mecs du top 20 à UCI qui sont là, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut absolument rien dire. Je veux dire, sur Paris-Roubaix, t'en as 3 du top 20 qui sont là. C'est juste que la course ne convient pas spécialement à des mecs du top 20 UCI. Alors après Enzo, et encore, c'est juste que Vingegaard pourrait très bien y aller, Remco pourrait très bien y aller, Bernal devait y aller, mais il est blessé. Mais alors maintenant, Enzo, c'est la question que je vais te poser. Est-ce que peut-être ce que veulent dire les gens, c'est est-ce que la course ne serait pas devenue trop dure pour un Mathieu Van Der Poel, par exemple? Je pense pas. Sincèrement, Van Der Poel est là, dans la forme qu'il a, il fait 2. D'accord. Il fait 2. Mais il est hyper résistant. En fait, c'est une course pour mec endurant. C'est pas forcément une course pour grimpeur. Un grimpeur est de base quelqu'un de très résistant. Ok? C'est pour ça que cette course leur convient. Pas parce que d'un seul coup, on est passé à 3700 mètres de D+. Quand tu regardes ce que Van Der Poel est capable de faire sur les derniers championnats du monde, moi, je le voyais même pas dans le jeu. Sincèrement. C'est juste qu'en fait, il est tellement résistant que je suis persuadé que si demain il s'aligne, il fait podium. Enfin, samedi. Et puis, au-delà de ça, si on veut critiquer la start list, on peut, hein. Mais allez, hormis des extraterrestres et des coureurs qui sont de renom et qui sont un peu absents comme Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel, Remco Evenepoel pour tout ce qu'on connaît, Primož Roglič, on a des mecs qui se sont imposés à de multiples reprises dans ce début de saison. Et la start list n'en est pas ridicule pour autant. Pitcock, on l'a vu, il est en forme, c'est une course qui lui correspond totalement. Marc Hirschi, il est là. On a Magnus Kortinson, on a Romain Grégoire, Matthias Vacek. On a les hommes qui sont en forme et qui peuvent briller sur ce type de course. Il manque peut-être un Maxime Van Gils qui malheureusement est absent pour cause de maladie, mais on a son coéquipier Lennart Van Edveld qui s'était sacrifié l'année dernière et qui on sait est aussi un prétendant pour ce type de podium et ce type de course. Donc au final, la start list elle n'est pas dépourvue de qualité. On est d'accord. On est bien d'accord. On va attaquer avec les électrons libres. Alors moi, Enzo, je vais avoir une question à te poser. Alors il y a une épreuve qui est ouverte sur Side Limit, pour ceux qui connaissent pas Side Limit, voilà, pour les nouveaux auditeurs, parce que je sais qu'il y en a qui découvrent le podcast aussi, suite au passage sur Bistro Vélo. Ah ouais, parce que je l'ai pas dit, on s'est baladé toute la semaine à la 30e place des podcasts de sport les plus écoutés en France. On est même devant le Grand Plateau depuis 3 jours. Donc c'est complètement dingue. Donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent et qui découvrent
découvrent le podcast. Donc il y a un petit jeu qui s'appelle Side Limit, hein, pour ceux qui connaissaient Sora. Voilà, c'est un peu le même principe pour le vélo, même si les jeux aujourd'hui sont un petit peu différents. Donc voilà, on s'achète ses coureurs, on possède sa propre galerie de coureurs et puis ensuite on les aligne dans des courses et en fonction de leur performance réelle, on gagne de l'argent et des récompenses. On a un petit code de parrainage pour aller sur Side Limit, c'est coup tordu 0 avec le chiffre 0 avec des petites récompenses qui tombent tout au long de l'année. Donc voilà, il y a 4 courses au programme ce samedi sur la multi-race 9 de Side Limit. Donc Strade Bianche, le Grand Claudic Criquet-Lyon, une course en Grèce et le Tour des 100 communes du côté de Béthune. Alors si on a envie d'aller chercher un électron libre Enzo sur ces Strade Bianche, alors il y a le plus célèbre des électrons libres qui est sur la start list, un de mes coureurs préférés, Zoc, à savoir Samuele Zoccarato. Alors moi Enzo, c'est un petit peu la question que je voulais te poser, parce que Zoccarato, il est aussi champion d'Italie de gravel. Il a plutôt fait un bon résultat sur le Trofeo La Guaia cette semaine où il termine 22e. C'est le meilleur coureur de la team Polti. Donc j'ai envie de te demander Enzo, à la vue de cette équipe Polti, est-ce que ce serait pas tout simplement Zoccarato le leader et comment il a intérêt à la jouer d'après toi? Bah, s'il veut exister, il a plutôt intérêt à partir dans l'échappée, parce que à la pédale, champion d'Italie de gravel ou non, tu vas pas exister. Top 20, tu penses que c'est pas possible à la pédale? Trop compliqué. Bah, en fait, au-delà de ça, c'est que quand la sélection va se faire, il faudra être à l'avant. Il n'y aura personne pour le placer. Rien que ça, c'est hyper compliqué. Enfin, on s'en rend pas compte. Mais c'est même pas qu'une question de jambes à un moment. C'est une question que quand tu arrives dans San Martino Ingrania, si t'es pas dans les 30 premiers, tu vas prendre cassure sur cassure et après t'es mort. Et puis tu auras du mal à l'être parce qu'avec ce nouveau secteur qui est juste avant, il est certes assez plat, mais son entrée se fait sur une descente qui est étroite, qui est un peu courte, mais qui est quand même rapide et technique. Donc le placement va être primordial dès l'amorce du Serravalle. Non, s'il veut exister, il doit tenter l'échappée. Pour moi, c'est même pas une question. Et puis honnêtement, je pense qu'à part nous, personne ne sait qu'il est champion d'Italie de gravel. C'est pas lui qui va leur faire peur, qui va dans l'échappée. Quand même, Enzo, champion d'Italie du gravel, c'est pas mal. Oui, ça va. Mais effectivement, alors Zoccarato des fois il part un peu dans des échappées impossibles, mais aussi peut-être ce qu'on voit parfois, alors un peu moins sur l'Strade Bianche, mais parfois ce qu'on voit sur Paris-Roubaix, c'est des mecs de l'échappée matinale faire de bons résultats. Bah voilà, pourquoi pas sur une stratégie d'anticipation, peut-être pas un top 10 mais un top 20. Peut-être. Le problème c'est que c'est un peu différent, c'est que là quand la course va vraiment se décanter, il reste à quasiment 100 km, 90 km. C'est à la mi-course en fait. À ce moment-là, c'est trop. Ouais. Ouais, puis le problème c'est le rouleau compresseur UAE. Ouais. Si tu te fais rejoindre à 30 bornes de l'arrivée, tu peux espérer quelque chose. Là, si tu te fais rejoindre à 90 km, c'est fini. Bah, je te dis, là, il y a 2 ans, quand Picot rejoint Desmarquis, Desmarquis, il était bon, mais il doit finir 40 ou 50e au final, tu vois. Après les Santé-Marie. Ouais, et puis, il y a l'aspect un peu, moi, honnêtement, cette course, ça peut se courir un peu comme le Tour de Lombardie, en fait. T'as énormément de monde qui sait que c'est un peu perdu d'avance avec Tadej Pogačar et on va vouloir anticiper. Donc au final, les Émiratis vont peut-être être mis d'entrée de jeu à la planche pour essayer de filtrer au mieux cette échappée où ils auront du mal. Donc au final, elle peut se former dans un laps de temps assez long et on sait que l'explosion de la course, elle, arrivera vraiment à mi-course. Donc est-ce qu'un électron libre en anticipant une échappée, c'est vraiment la bonne option et pas plutôt partir vers un mec qui sera en contre derrière Tadej Pogačar. Ça, c'est encore plus compliqué parce qu'une fois que le mec va être parti, derrière, c'est la foire d'empoigne. T'as personne qui va vouloir contrôler. Il faudra juste voir qui est le plus fort et surtout tenter. Et l'année dernière, quand Van Gils et Skuins partent, t'as personne qui suit. Pidcock, il était fort, hein, mais sauf qu'il a trop attendu. Si Pidcock partait avec eux, il avait largement de quoi faire podium, peut-être même directement la 2e place. Mais en fait, c'est là que ça va être très compliqué. Si une fois que Pogačar va partir, qu'est-ce que tu fais? Et pour moi, être attentiste, ce sera le meilleur moyen de perdre le podium. Dans le groupe 2, si tu es attentiste, tu vas perdre le podium. Il faut tenter. Si t'as il faut avoir les jambes, bien sûr, mais si tu as les jambes, tente parce qu'à un moment, derrière, ça va pas te suivre. C'est sûr, on l'a vu l'année dernière, ça s'est passé exactement comme ça. Thibaut, toi, tu vois du monde pour prendre l'échappée matinale sur ces Strade Bianche? Honnêtement, ça me paraît quand même assez loterie. Je sais pas, je partirais peut-être vers un Foldagger, mais sinon,
je sais pas, j'ai du mal à me prononcer. Puis, enfin, sur cet aspect électron libre, t'as déjà eu mon analyse juste avant. Honnêtement, je partirais plus sur un mec fort qui se rencontre et qui ira chercher son top 10 à la fin d'Estrade, parce que ouais, ça va un peu courir au chat à la souris derrière. Donc je le dis, hein, pourquoi on parle sur les électrons libres, parce que sur Side Limit justement, quand vous faites votre équipe, vous devez composer vous devez avoir 2 leaders sur les multicourses, 2 leaders, un électron libre et 2 domestiques. Et donc l'électron libre, c'est celui qui fait pour marquer des points, il faut faire beaucoup de kilomètres en échappée. Donc quand vous avez un mec dans l'échappée matinale, vous marquez beaucoup de points et vous vous retrouvez très très bien classé. Ça vous permet de gagner des cadeaux et des récompenses. On va basculer sur le pronostic scénario de course. Tadej Pogačar, on va pas en parler très très longtemps, on va plutôt s'intéresser à ce qui va se passer derrière, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, mais on sait déjà que la course est jouée d'avance. Alors on peut tergiverser des semaines et des heures dessus. Sa cote, elle est à 1,25. T'as juste à te baisser pour ramasser 25 €. Ouais. Alors, moi, je l'ai eu 1,36. Je l'ai eu 1,36 en sortie de code. J'espère, à l'écoute du coup tordu, que vous avez pris le Rocon-Gachar, cette fameuse code qu'on vous a donnée. Déjà, je vous rappelle que jouer avec excès comporte des risques. On fait pas n'importe quoi. On joue en management bankroll. C'est vraiment hyper important. Et donc, on continue le Rocon-Gachar, ce nouveau bet dont on avait parlé déjà au moment du tour des UAE. Donc, on avait pris Tadej Pogačar. C'était une cote à 1,25 sur sa victoire en haut du Jebel Al-Fed sur la dernière étape du tour des UAE. À 1,20 c'était. Donc on avait mis 0,25 de bankroll, donc on est monté à 0,30, donc on remet les 0,30 de bankroll, donc le gain brut de cette victoire sur le Jebel Al-Fed, donc on le remet sur ces Strade Bianche, donc 0,30 de bankroll, la cote à 1,36. J'espère que vous l'avez prise parce qu'on l'avait suffisamment répété sur les derniers podcasts. Donc on va passer sur Tadej Pogačar. Le scénario de la course, on est d'accord, un gros rythme des UAE, et puis une fois que tout le monde est sec, Poggi qui s'en va et qui fait un show stratégiquement. Non, mais il y a juste en fait à lire l'interview d'Alberto Bettiol dont Enzo nous a parlé. Alberto Bettiol le dit, c'est tout autant dans l'intérêt de Tadej Pogačar d'attaquer de très tôt, en fait, que pour les autres de se batailler pour la seconde place, parce qu'une fois qu'il aura pris son avance, il aura sa voiture derrière, il pourra gérer tranquillement les ennuis mécaniques, et puis voilà. Enfin, Tadej Pogačar, j'ai déjà pris la comparaison, mais c'est Johannes Beu Prime. Il a littéralement plusieurs crevaisons d'avance, et je te dirais même plusieurs ennuis, plusieurs vélos de rechange. Oui, si on prend la course de l'année dernière, on avait compté qu'il aurait pu crever 10 ou 11 fois assez tranquillement. Donc bon, ça on écarte. Donc je vais vous dire, on va retirer Tadej Pogačar et on va faire comme si Tadej Pogačar n'existait pas. Et Enzo, je vais aller vers toi. Pour toi, qui va gagner ces Strade Bianche 2025 sans Tadej Pogačar? J'ai envie de dire Pidcock, mais c'est pas très original. Il est en forme. C'est une course qui lui convient. Et je suis persuadé que l'année dernière, s'il n'avait pas été trop attentiste, il faisait podium. Alors, c'est marrant parce que cette équipe Q36.5, elle est pas mal sur le papier. Fabio Kristen est en forme. Mark Donovan, j'adore. Milan Vader, j'avais même pas percuté qu'il était à Q36.5. On a Brambilla, ça va, ça tient la route. Mais est-ce que, t'en parlais toi-même il y a 5 minutes, est-ce qu'au niveau du placement, Pidcock, ça va. Ça va. Le mec, il s'est tout seul. Ouais. Lui, je me fais absolument pas de soucis. D'accord. Ouais, et puis Fabio, il est accompagné de Fabio Kristen qui est formé au VTT. Non, ça va. Enfin, tu gagnes pas les Strade Bianche par hasard. Tu fais pas 4e des Strade Bianche l'année d'après par hasard. Non. Enfin, j'ai pas de soucis. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont se faire bouger, les Q36.5. Je sais pas, je le sens pas. Thibaut? Ouais, je pense pas. Thibaut, t'es sur la même ligne que Enzo? Sur Tom Pidcock? Ouais. Non, moi je suis 100% derrière Ben Tullet. Ben Tullet, pourquoi? Parce qu'on l'a vu, il est en forme, il a aligné récemment Marc Hirschi au sprint dans une arrivée qui était taillée pour le Suisse. On l'a vu du côté de la Classica Rennes. Alors son classement ne paye peut-être pas de mine, je vais même te l'ouvrir pour te le dire. Si tu regardes Pro Cycling Stats, tu vois
que Ben Tullet a fait 9e de la classique à Rennes, tu te fais ça fait une petite placette. Faut voir comment la course a été courue. Ben Tullet au départ travaillait pour Wout van Aert et attaquait sans cesse dans les groupes pour forcer les autres à rouler et emmener Wout van Aert sur un billard. Bon, malheureusement, Wout van Aert, il n'avait pas les jambes nécessaires et s'est mué un peu en coéquipier pour Ben Tullet, qui en avait fait énormément. Et malheureusement, il a manqué de jus pour le petit Ben. Mais au vu de la forme qu'il affiche, en plus, on le sait, c'est un cyclocrossman de formation. C'est un coureur, moi, qui me plaît énormément sur ce type de course où là, il aura la stature de leader, co-leader et pour le coup, on pourra courir pour lui et lui évitera un peu de courir pour les autres. C'est vrai qu'il y a toujours un Visma qui est dans Attila Valter était souvent pas mal aussi sur les Strade Bianche. C'était un peu mangé là. C'était avec qui? C'était avec Van Barle, non? Où ils avaient très mal couru l'année dernière ou il y a 2 ans, non? C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans parce que souviens-toi, je l'avais en podium. Ah oui, moi aussi, ouais. Ouais, ils font 4 et 5, je crois. Ouais, je m'en rappelle. Bon, moi, je vais pas trop. Ils avaient couru comme des tanches. Moi, je vais pas trop vous surprendre. Mon deuxième pick après la victoire de Pogačar, il y aura le top 3 de Lennart Van Delvet et son top 10. Je vois son top 10 sur le Boukref qui est à 1,83. Donc, moi, ça me plaît. Il fait 11e l'année dernière. Il est même monté à 2. Hein. Il était, tu l'as vu à 2? En fait, il a ouvert à 1,90. Il a descendu à 1,75 et il est remonté à 2. D'accord. Donc Lennart, voilà, aux alentours de cette cote-là, donc 0,20 de bankroll pour le top 10 et 0,05 pour le top 3 qui est à 7. Van Delvet 11e l'année dernière après avoir travaillé pour Van Gils. Je crois qu'il y avait eu un petit souci de santé aussi en plus en rentrant. Il était un peu fatigué l'année dernière en rentrant du Tour des UAE. Bon là cette année il fait que 11e mais parce qu'il s'est pris une bordure, mais quand on voit la montée du Jebel Al-Fed qu'il a faite en partant du deuxième groupe, ça va largement, hein. Les jambes elles sont là, il n'y a pas de problème, hein. Vous savez tout le bien que je pense de ce coureur et donc voilà, donc je vois pas pourquoi il rentrerait pas dans le top 10, sachant que là il va avoir une équipe qui va entièrement rouler pour lui. Donc moi c'est Van Delvet, le top 3 et le top 10. Enzo, est-ce que tu veux que je te surprenne ou pas? Allez, Thibaut, vas-y. Tout à l'heure, avant le podcast, 2 heures avant, j'ai Augustin qui m'a demandé mon podium. Je lui ai dit, évidemment, victoire de Tadej Pogačar, 2e place pour Ben Tullet et 3e place pour Lennart Van Delvet. Donc, je te rejoins totalement sur l'analyse. Bon, très bien. On est ensemble. Espérons que ça se passe comme Paul Magnier le week-end dernier. Enzo, est-ce qu'il y a un autre nom qui te plaît pour aller jouer le podium sur ces Stradés? Van Delvet, c'est pas mal. Ouais. Moi, il y a un coureur que je vais observer en particulier. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre avec lui, mais Christian Scaroni. Alors non, oui, je pense qu'il est largement hors top 10. Ah ouais, d'accord, tu penses que c'est pas son... On n'est pas sur sa filière, là, pas du tout. D'accord, ok, là il est 4e favori, mais c'est vraiment sur la forme du moment qu'il est surévalué. Ouais, d'accord. Non. Ok. Enfin, je veux dire, non. Là, le voir lui faire podium, même avec la forme qu'il a là, faut pas abuser. D'accord, ok. Non, toi, ce sera la propagande Zana. Non, il va faire son petit top 10, ça va être cool. Non, moi c'est Landa. Oui, il est là, il reprend, intéressant. Ouais. C'est Landa que j'ai envie de voir. Alors, c'est sa reprise. Première fois qu'il fait les Stradés. De mémoire, il n'avait pas été mauvais sur l'étape des chemins de vigne sur le Tour de France. Enfin, j'avais pas été choqué, genre, putain, non, il est vraiment à la ramasse. Donc, je dis pas qu'il va faire quoi que ce soit, mais je suis curieux. Voilà, curieux. Et sinon, moi, c'est le trio de la FDJ qui me plaît plutôt pas mal. Grégoire, Gaudu, Madouas. Ah, il est là, Gaudu? Ouais. D'accord. Ouais. Il est remis de sa chute. Apparemment. Et honnêtement, s'il y en a un des 3 qui fait dans les 5, je suis pas étonné. Hein. Parce que, technique, alors, en vrai, celui que j'enlèverais peut-être, c'est Madouas. Il sait pas se passer. Voilà. Mais par contre, Gaudu et Grégoire avait déjà fait un top 10, je crois, sur sa première participation il y a 2 ans. Ouais. Alors, totalement. Après, il y a 2 ans, le parcours était moins difficile. On avait 30 km en moins de D+. Mais il a l'air en forme. Mais entre Grégoire et Gaudu, s'il y en a un qui fait entre T5 T10, moi, ça me choque pas. Et un autre que j'aimerais bien voir, que j'ai hâte de voir, c'est Vacek.
Vacek. Je suis très curieux. Est-ce que ça va se sacrifier à fond pour Scoins? Je suis pas sûr parce que le laiton est pas non plus dans la même forme qu'en début de saison dernière, donc il n'y a pas de raison qu'il soit leader unique. Mais je serais très curieux de voir ce que Vacek est capable de faire là. Enfin, il est hyper surprenant ce mec. À chaque fois, tu as l'impression que tu découvres un petit peu l'étendue de sa palette de cycliste. Et tu as l'impression qu'il n'y a pas trop de limites à cette palette. Donc je suis très curieux. Je pense que vous et puis au-delà de ça, pour revenir sur Scoins, l'année dernière, ses résultats, on l'a vu à sa façon de courir aussi, ça faisait partie des hommes en forme. Mais sur ce type de course qui va être aussi très physique et très usante, très stratégique, c'est pas non plus un désavantage pour son type de profil au vu de sa forme. Donc quand tu es dans une forme comme ça tonitruante sur ce type de parcours, ça peut largement compenser. Regarde, tu remets évidemment un Mathieu Van Der Poel dans le jeu, même si la course se durcit, parce que c'est des coureurs qui sont endurants, et au-delà d'être endurants, c'est des coureurs qui savent être en forme pour les bons objectifs. Ah ouais, parce que tu vois, en fait, moi je pense que l'erreur que beaucoup ont fait en voyant le D+ augmenter sur cette course, et je dis beaucoup parce que t'as des mecs sur Twitter qui disent c'est une course pour grimpeurs, les punchers sont sortis du jeu. Faut arrêter de dire des conneries, tu vois, faut arrêter de dire des conneries. C'est faux. Ça peut permettre à des grimpeurs de remonter dans la hiérarchie, pas parce qu'on en fait une course pour grimpeurs, mais parce qu'on en fait une course de résistance. On en fait littéralement une course de résistance. Et un grimpeur est résistant. Enfin, c'est tout con. Ouais. C'est tout con. Mais par contre, un lambda, à aucun moment tu le mets dans les tolfés face à Pitcock et jamais lambda le suit. C'est pas possible. Sur 600 mètres à 15%, ça suit pas. Mais par contre, oui, non, mais c'est logique. À force de répétition, lambda sera peut-être encore là, mais il va peut-être perdre au punch. Mais moi, c'est ça que je comprenais pas aujourd'hui. Je voyais les gens s'exciter. Tu dis, mais, enfin, je sais pas, vous suivez le vélo, essayez de comprendre un petit peu ce que vous racontez. Bah, c'est surtout que, en fait, la sélection va s'opérer dans un moment de course où les punchers sont encore un peu dans leur filière au final. Donc, ça se joue au placement, ça se joue à la sélection, ça se joue entre hommes forts, et ils seront là en fait. Et après, c'est peut-être en fin de course où ils seront peut-être un peu plus usés que les grimpeurs peuvent prendre l'ascendant sur eux. Mais au moment de la sélection, ils sont là. Donc au final, ils sont absolument pas sortis du jeu. Tu rajoutes un truc de 8 km à 6%, ok, tu te dénatures complètement la course, là je suis d'accord. Là, ce qui est rajouté sur cette course reste totalement acceptable, pris segment par segment, pour un puncher. Enfin, ou même un classic man, ça ne change pas. Juste en rallongeant la distance, tu permets à des mecs endurants, moins punchy, d'augmenter leurs chances. Et encore une fois, si tu te bases par rapport à Pogacar, dans ce cas-là, à part Milan-San Remo, il n'y a rien qui peut lui échapper à coup sûr, tu vois. Ça doit pas être le point de référence. Pogacar n'est pas le point de référence. Alors moi j'ai des petits noms aussi. Je voulais avoir votre avis. Du côté de la Jayco, Alan Atterley, le Sud-Africain, de base champion de VTT, qu'on a plutôt vu pas mal sur l'Alula-Tour. En tout cas pour ses débuts sur route, c'était très très bien. Le top 10 c'est à 8. Est-ce que ça peut pas faire la blague, ce Alan Atterley? C'est la question. En fait, c'est la question. Pour moi, ça va être une curiosité, mais une curiosité un peu à observer. C'est un peu comme le petit Albert Philipsen. On le voit. Là actuellement, il a fait un très bon au niveau de la reconnaissance de Santé-Marie. Mais après, il va y avoir la question de la résistance. Il découvre un peu ces courses qui vont être usantes, qui vont être longues, qui leur correspondent, parce que c'est deux mecs qui viennent du VTT. Mais il y a ce point d'interrogation. Tu vois, par exemple, Atterley, on peut quand même le voir se muer peut-être un peu plus facilement dans un rôle de coéquipier pour Zana, qui lui a affiché des ambitions sur cette course et qui lui, on sait qu'il est un coureur qui est résistant. Mais parce que voilà, Zana c'est un grimpeur et lui l'augmentation du D+, en fait c'est très simple. L'année dernière, première fois qu'il rentre dans le top 10, il n'y a pas de secret. C'est tout con, mais c'est comme ça. Et Zana, lui, de toute façon, ça fait 2-3 ans qu'il le dit que c'est peut-être sa course préférée. Et que le premier moment de sa saison où on va le voir, c'est là. Moi, l'année dernière, je l'ai pas vu sur le Laiguaïla. Cette année, je l'ai pas vu sur le Laiguaïa. Je m'attends à le voir sur l'Estrade, honnêtement. Il fera top 10. Alors, on va pas se lâcher tout de suite, mais pour moi, il fait largement top 10 années encore.
Ouais, non, mais c'est. Oui, et puis, de toute façon, c'est un mec qu'on voit, avant de l'avoir vu sur l'Estrade Bianche, ou même après l'avoir vu sur l'Estrade Bianche, Zana, c'est un coureur qu'on voit à l'aise sur ses chemins de terre. Il y a juste à citer la Veneto Classique. Chaque année, on le voit, et il répond présent. Donc, Totalement. Mais ouais, pour en revenir à Arthur Lee, ça reste aussi un profil qui va sans doute bien grimper, au vu de son poids. Il est léger, 62 kilos, si on se fie à sa fiche Pro Cycling Stats, mais au-delà de ça, les VTTistes en général, les cyclocrossman t'en fait plus facilement des sprinters que des grimpeurs, même si Wout van Aert est l'exception qui confirme la règle, et les VTTistes t'en fait plus facilement des grimpeurs que des sprinters. Alors moi, il y en a un autre VTTiste qui m'intéresse sur cette course, et je sais pas quoi en penser, c'est Joe Blackmore. Parce que lui aussi, formé au VTT, il vient de là, il en faisait encore il y a pas si longtemps que ça. Très bon. Il y en a plein des VTTistes. Il y a Samuel Gaz, il y a qui d'autre? Il y a Milan Vader qui est issu du VTT. Enfin, on en a quand même pas mal. Isaac Del Toro qui a commencé sa carrière de vélo dans le VTT. Il y en a quand même pas mal. Matej Mohoric, lui c'est pas le VTT, mais il est champion du monde de gravel. Après t'as les spécialistes, genre Gianni Vermeersch, tous ces gars-là. Mais c'est vrai que Blackmore, lui, on lui prédit quand même un avenir assez doré. Quinten Hermans, on n'a pas parlé de lui bien évidemment. Donc ouais, il y a beaucoup de spécialistes. Moi j'avais entendu dans un podcast, je sais plus où, du côté des Arkea, c'est Ventu, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, Clément Venturini, l'Estrade Bianche, c'est clairement sa course préférée. Voilà, c'est la course qui vise chaque année. Tiens, on n'a pas parlé de Kevin Vauquelin. Vauquelin, ça peut faire un truc ou pas là? C'est aussi pas mal là, ce petit parcours pour lui là. Thibaut. J'ai une interrogation sur Vauquelin, honnêtement. Je demande à voir. Il est loin. Ouais. Il finit loin. Par contre, j'ai vu une interview. Ça me paraît un peu dur quand même. C'est une course qu'il a fait la première fois l'année dernière et qu'il a adoré. Enfin, il aime vraiment l'ambiance et tout, donc il a à cœur de bien y faire. Mais je crois ça n'avait pas été incroyable l'année dernière. Ouais, et puis avec une course qui se lance de loin, ou derrière ça va un peu se jouer à couteau tiré. Est-ce que ça va pas être un peu dur pour Kevin Vauquelin? C'est là en fait le truc. Il finit à 9 minutes l'année dernière. Ah ouais. Mais je demande à voir, honnêtement, parce que évidemment il a step up, il est en forme, ok, mais j'ai peur que ce soit trop usant pour lui et qu'au final il paye un peu physiquement de ce type de course qui est quand même assez spécifique. Alors côté français, on a aussi Bastien Tronchon qui avait fait 2e de la Classique à Rennes il y a 1 an ou 2. Donc qui a affiché ses ambitions dans Direct Vélo. Ouais, il y va pour faire un truc. Ouais, clairement. C'est une des courses qui vise là avec Milan-San Remo. Il vise un très bon résultat. Il a fait une pause après le Tour Down Under. Il a rechargé un peu les batteries et il arrive avec de grandes ambitions sur une course qu'il apprécie énormément. Alors j'ai oublié, on n'a pas parlé de la météo, mais je crois que c'est soleil sur la Toscane et pas trop de vent quoi. 15 degrés, vent de 5 km/h. Alors oui, peut-être défavorable pour remonter vers Sienne, mais 5 km/h, tu peux littéralement ne pas le prendre en compte. Et j'ai été regarder aussi la carte des allergies parce que ça c'est ultra méga important en cette période. Donc logiquement les coureurs devraient pas être plombés par les allergies en Toscane. Donc voilà. Après il y a un truc qui me surprend un peu quand je regarde la start list de Decathlon. Alors c'est que généralement le 1 on le met en leader. S'il y a pas de leader, on met les coureurs par ordre alphabétique. Là le 51, le 1 c'est Noah Isidore. C'est quoi ça? C'est Alors après, Isidore, il peut être bon aussi sur ce genre de parcours s'il a sa carte, mais moi ça me semble quand même quand je vois la start list, Clément Berthet qui est très très chaud aussi en ce moment, Vendramé ça peut être une surprise, et puis Bastien Tronchon. Donc moi il me semble qu'on a à peu près les 3 leaders de la Décathlon. Donc alors est-ce qu'on aurait décelé chez Noah Isidore des capacités à faire un truc sur cette course-là? Je sais pas. Ou alors est-ce que c'est le hasard qu'il a le 51? Non, des fois c'est au petit bonheur la chance. Tu regardes certains. Regarde, par exemple, les Israël. Est-ce que tu vas mettre Jakob Fuglsang leader de cette équipe? Non. Et est-ce que c'est le premier nom par ordre alphabétique? Non. C'est juste parce qu'il a très bien fait. Il a un historique et c'est peut-être le capitaine de route de ses coéquipiers. Mais pour le coup, des fois il y a pas de raison particulière à un numéro de dossard. C'est au petit bonheur la chance ou pour faire plaisir à un coureur.
Oui, c'est logique. Même si Israël, on n'a pas encore la composition définitive. On serait sur Fulsang Blackmore, Clark Huld, Neylands, Reisberg et Riley Shian, mon stagiaire, mais c'est pas encore la compo officielle. Il y en a un aussi qui pourrait faire la blague et qui pourrait profiter du forfait du forfait du côté de la Red Bull Bora de Maxime Van Gils. Roger Adria, ça peut aussi lui on est sur ses filières à Roger Adria. Alors après j'ai pas le souvenir de l'avoir vu faire un truc comme ça sur du gravel. Là je vais pas me lancer dans l'hypothétique, aucune idée. En tout cas. Après on a vu un Yann Tratnik qui peut bien aussi se débrouiller sur ce type de terrain. Puis Tim Van Dyke me paraissait quand même en belle construction en vue des échéances futures. Donc tu as quand même 3 mecs qui ont un rôle de co-leader. Après, de là, aller voir faire quelque chose, hormis un fond de top 10, j'ai du mal à voir plus loin. Ouais, non, mais pareil, là, je secoue un petit peu les noms des coureurs qui sont présents sur Side Limit. Bon, bah, écoutez, sur ces stradés, je sais pas s'il y a un nom ou deux en plus que juste avant, on terminera en allant faire un petit tour du côté des match-up. Est-ce qu'il y a quelque chose, un nom en plus dont on n'aurait pas parlé, que vous voyez éventuellement aller faire quelque chose, top 5, top 10? Pas plus? Bah, le plongeant. Pello Bilbao, on n'en a pas parlé, il peut faire quelque chose, il est en forme, c'est un type de course qu'il apprécie, pourquoi pas, et il est doublé avec Matej Moric, donc en cas d'équipe surreprésentée à l'avant, ça peut un peu jouer avec les groupes, forcer à ce jeu du chat et de la souris et à ce que l'un et l'autre attaquent à tour de rôle, et tu te méfies peut-être un peu moins d'un Pello Bilbao que d'un Matej Moric sur ce type de revêtement, donc il peut avoir un peu la primeur tactique par rapport à Matej Moric. Il prend pas de risque, il fait 3 top 10 sur ses 3 seules participations, Bilbao. Oui, mais là ce serait si tu vois Bilbao attaquer et que tu as Matej Moric dans le groupe, je pense que tu préfères quand même laisser un peu d'avance à Pello Bilbao et surveiller Matej Moric. Non, mais dans le fond je suis d'accord avec toi. Mais de toute façon, ça lui convient très bien à Bilbao, ce type de course. Alors pour un podium, ça peut être compliqué, à moins d'un scénario comme l'année dernière où c'est un des premiers à contre-attaquer dans le deuxième groupe et il n'est pas suivi. Mais en dehors de ça, oui, pour moi un top 10, c'est minimum syndical pour Bilbao samedi. Pardon. Ouais, et puis si tu parles des hommes qu'on n'a pas parlé, on n'a pas parlé par exemple, on l'a mentionné vite fait, Marc Hirschi, mais on a parlé de la classique Araen sans forcément parler de son vainqueur, à savoir Michal Kwiatkowski. Oui, qui est présent d'ailleurs. Bah oui. Ouais, donc ça peut être aussi un nom à observer, à cocher. Maintenant, faut aller faire des choix et mes choix sont faits. Oui, pareil. On va se diriger du côté des match-up. Alors, en fonction de ce que tu nous as dit, Enzo, moi, il y a un match-up qui me fait de l'œil. Christian Scaroni contre Alberto Bettiol. Est-ce que la cote de Bettiol à 3,25, est-ce qu'elle serait pas un petit peu haute, Enzo? Si. Je pense Bettiol beaucoup plus en capacité de tenir ce type de course que Scaroni. Maintenant, le problème, c'est que Scaroni est quand même la forme du moment. Voilà. Si Bettiol, le problème de Bettiol, c'est que c'est son inconstance, c'est qu'il peut faire troisième comme Bâché, quoi, tu vois. Non, mais c'est surtout que ces deux cons-là, ils sont capables d'arriver ensemble, et puis alors après, là, c'est à la pièce, tu vois. Voilà. Mais je vois pas Scaroni faire un top 10. Et pour moi, si t'es pas dans le top 10, derrière, c'est à la pièce. Ouais. Tu lances en l'air et, bon. Mais Bettiol est pas en mauvaise forme non plus, sur le live. Bien, il était très bon, il règle le groupe de derrière. Donc c'est pas comme s'il était à la ramasse. Et il y a 2 ans, s'il chute pas, honnêtement, il était en bonne posture pour faire un résultat. Je crois qu'il a jamais fait de résultat ici, mais il y a 2 ans, il aurait peut-être pu en faire un. Alors, moi, je dirais plutôt sur Bettiol. Par rapport au type de parcours qu'on a, j'irais plus sur Bettiol. Je sais pas si Thibaut est d'accord ou pas. Non, je suis totalement d'accord. Je vous rejoins. Et honnêtement, là, je les parcours, c'est limite le seul qui me fait vraiment de l'œil.
Bah ouais, parce que le reste, quand je vois Blackmore contre Alteri, je me dis que le mec qui a fait les cotes là, ils ont pas pris le stagiaire, parce que des fois il y a un stagiaire je le dis, des fois c'est un stagiaire de 3e qui fait les cotations au niveau des match-ups. Ça souvent c'est ce qu'on voit sur les courses de début de saison ou quand les mecs sont occupés avec d'autres événements sportifs. Donc là on voit qu'il y a pas de gros événements ce week-end, parce qu'aller mettre 2 VTTistes, ça veut dire que le mec qui a fait les cotes, il sait que Blackmore c'est un VTTiste et il sait que Alteri c'est que Atterley c'est un VTTiste. Donc ça veut dire qu'il a quand même, il est comme nous, il a un petit peu travaillé son truc. Donc voilà, bon c'est bien, lui il est payé pour ça, pas nous. Mais ouais, effectivement, on voit que c'est assez bien coté. Alors après, Tronchon contre Dylan Tunt, est-ce que Tronchon outsider, c'est tu vois, moi Tunt c'est pas forcément on va dire le genre de parcours sur lequel je le vois surperfé en fait. Non, il paye un peu de sa réputation, mais c'est vrai que je partirais peut-être un peu plus sur Bastien Tronchon. Maintenant, je pense qu'il m'en faudrait peut-être un peu plus, ou au limite, quitte à aller choisir un truc sur Bastien Tronchon, peut-être plus un top 10. On est d'accord. Le top 10, il est à combien, Tronchon? On va aller voir. Tu vois, t'as un top 10 à 17. Ah ouais, Tronchon top 10 à 17. Ouais, sur le Boucref. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Tronchon top 10 à 17. Il nous a fait quoi depuis le début de l'année là? Après quand il avait fait il y a 2 ans sur la Classic Rennes, il était parti en échappée matinale, un petit peu comme Ibon Ruiz cette année, de mémoire. Ouais, de mémoire, ouais, il était. Pas trop comparer la Classic Rennes avec les Strade Bianchi. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Et ça te donne une indication sur la manière de se comporter sur ce type de chemin, mais dans le fond, on est quand même sur deux efforts bien différents. Après, ce qui me douche sur Tronchon, c'est les 2 résultats sur la Coupe de France le week-end dernier. Faune Ardèche Classique 77 et derrière. Il l'a dit, hein. Ouais. Il était malade, donc il revient de maladie et voilà. Il espère être à 100%, tu vois, pour ces 2 objectifs. Ouais. Mais après, de toute façon, les décathlons, c'est pareil, hein. Ils ont un bel effectif et la question c'est qui. Est-ce que tu vas peut-être vers Labrosse qui s'est montré aussi sur la Classique Rennes, même s'il bénéficie un peu de cet aspect, on va dire, échappé. Est-ce que tu vas peut-être un peu plus vers un Clément Berthet qui a la forme aussi, donc il y a un beau collectif, hein, un peu comme les Groupama. Sur la forme du moment, c'est Berthet. Bah ouais. Et limite, si je devais en choisir un décathlon, je partirais peut-être un peu plus vers Berthet, moi, personnellement. Pareil, mais bon. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on va se faire un petit récap des pronos. Bon Enzo, moi je rappelle que tu ne paries pas, qu'il y a tes previews qui sont sur ton site qui s'appelle The Big Gear. On te retrouve également sur ton compte X, Analyste Phoenix. Et toi, ce que t'aimes bien faire, Enzo, c'est de donner des podiums. Donc on écoute pour ton podium d'Estrade Bianchi. Alors, Pogačar, c'est pas très... Pogačar-Pidcock. Je vais pas être très surprenant sur ce truc-là. Et le troisième, je vais mettre. Rejoins-nous avec l'Ener Van Helvelt. Les gars, je suis désolé, mais je sais pas pourquoi j'ai Landa en tête. Depuis quelques jours, je sais pas pourquoi. Alors, le mec critique les mecs qui mettent en avant les grimpeurs et il nous choisit un grimpeur. Mais non, mais c'est pas le problème. Mais je sais pas. Je sais pas pourquoi. Non, allez, tu sais quoi? Grégoire. Vous parlez beaucoup à Tim en ce moment? Grégoire. Non. Grégoire, allez, 3e Grégoire. Mais Landa top 5. Voilà. 3e Grégoire, Landa top 5. Moi, je viens de voir une dinguerie là sur un bouc là, sur le bout de Patrick Bruel. Il y a un pic Tadej Pogačar contre les autres. Donc Pogačar à 1,20, d'accord. 4% des mecs qui ont bêté dessus. Un autre coureur 96% à 3,25. Je pense qu'ils nous prennent pour des cons en fait. Là, il y a un truc qui est un truc qui est pas normal. Thibaut, ton top 3 pour S'Estrader.
Non, mais après, le truc qui est pas normal, ça se trouve que sur ce type de pari, les gens, ils préfèrent en fait aller vers des noms de vainqueurs que prendre la cote. Oui, la cote un autre coureur, tu vois. Enfin, le match-up Tadej contre le field. Et en fait, sur les mises qui ont été mises sur Tadej ou le field, c'est beaucoup plus parti sur le field que sur Tadej. Qui lui va avoir la plupart des mises sur la liste de coureurs, tu vois. Oui, on est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que le bet, le pourcentage induit en erreur. Toi, t'as cette réflexion, j'ai cette réflexion, mais ça induit complètement en erreur, en fait. Tu vois, c'est un piège à con, quoi. Enfin bon, ils sont là pour ça. Oui, c'est leur métier. On en avait déjà parlé. Alors, moi, du coup, je t'ai déjà dit mon podium. Tadej Pogačar d'une victoire facile et écrasante, absolument sans aucune surprise, et c'est inéluctable. Absolument rien ne peut lui arriver. Derrière, une deuxième place pour Ben Tullet en solitaire et Lennart Van Elvelt qui vient compléter le podium. Bon, et donc moi, ça sera donc Mauro Congačar qui continue. Donc victoire de Tadej Pogačar, cote à 1,36 avec 0,3 de bankroll. Encore une fois, j'espère que vous l'avez pris à la sortie de cote parce que c'est pas faute de l'avoir dit et voire redit dans le podcast. Après, est-ce que 1,20 c'est encore value? Oui, 1,20 c'est encore très très value. Donc voilà, pour moi la cote correcte sur ces Strade Bianche de Pogačar, ça serait 1,05 peut-être. Donc voilà, donc Pogačar la victoire avec l'ABK à 0,30, donc c'est 30 € sur une bankroll de 10 000 €, 15 € sur une bankroll de 5 000 €, et le top 3 et le top 10 de Lennart Van Elvelt, donc le top 10, le top 3 qui est à 7, donc c'est 0,05% de bankroll, et le top 10 qui sera probablement aux alentours de 1,80, 1,85, peut-être du 2 si j'arrive à en choper, et voilà, le top 10 ça sera 0,20% de bankroll, donc 20 € sur une bankroll de 10 000 €, 10 € sur une bankroll de 5 000 €. Je tiens quand même à le rappeler, hein, Tadej Pogačar actuellement, c'est comme si il est à 1,20, c'est comme si tu faisais malheureusement tomber ton portefeuille avec 100 € dedans, tu le ramasses par terre et tu trouves 20 € en plus. C'est presque ça. Voilà, et le seul truc, c'est faut pas qu'il y ait un mec qui vienne sauter sur ton portefeuille pour prendre les 20 €. Ça, c'est l'impondérable. Et l'impondérable, Poggi, c'est pas un mec qui tombe beaucoup, donc c'est pour ça que cette méthode du recombiné sur Pogačar, elle est pas mal, parce que voilà, s'il y a un impondérable, on l'avait vu sur Liège il y a 2 ans où il se pète le poignet en 2023. L'impondérable peut arriver, même à Pogačar, et le mec qui se dit tiens voilà, je vais me refaire, je vais mettre 1000 € pour en gagner 200, le problème c'est que s'il y a un impondérable, t'as que tes yeux pour pleurer. Donc même dans ce genre de situation, faut rester prudent. Mais encore une fois, cette méthode de recombiner Pogačar à lui-même un petit peu sur 2, 3, 4 bêtes, voilà, on va peut-être continuer encore un petit peu. Je pense qu'on ressortira ce Pogačar sur la Flèche Wallonne, sur Liège et sur l'Amstel. On verra, en tout cas on verra à ce moment-là, hein, si ça passe samedi. Mais voilà, ça permet de monter une petite cote, ça permet de monter un petit pécule sans prendre trop de risques. Voilà, un petit peu. Ouais, non, mais de toute façon, dans tous les cas, tu demandes à tout le monde les probabilités qu'a Tadej Pogačar de gagner. C'est proche du 100%. 100%, hein. Le 100% n'existe pas, mais on est sur le 99, 98, 99. De toute façon, tu vas demander à tous les coureurs au départ qui voient gagner, et s'ils voient Tadej Pogačar battu, ils vont tous te dire non. Enfin, oui, non, grand menteur est celui qui te dira oui, je peux le battre. Ouais. Non, ouais, faudrait vraiment qu'il fasse un peu une feuille comme sur le Tour de France l'année dernière quand il fait sur la 12e étape qu'il est battu par Vingegaard et qu'il fait sa fringale. Mais le truc, c'est que même dans le discours, on le sent pas prétentieux, en fait. Il y a pas de, il se met tout le temps des alertes dans la tête. Il dit qu'il y a beaucoup d'adversité, que voilà, que ça va pas être simple, que ça serait complètement dingue de gagner une fois de plus. Il reste encore, mine de rien, il pourrait dire, j'arrive, je pisse sur tout le monde, hein, pardonnez-moi de l'expression, mais il pourrait la jouer comme ça. Il pourrait se permettre de la jouer comme ça. On a déjà vu des champions avoir un côté un peu arrogant. Alors, il peut être arrogant dans l'attitude sur le vélo, notamment ce qu'on avait vu sur le Tour des UAE quand il prend une échappée sur le plat. Il peut être arrogant dans l'attitude, mais dans le discours, il est pas arrogant. Et moi, je pense que, en fait, il se parle à lui-même. La fausse modestie.
Oui, mais il se parle à lui-même. C'est une manière aussi je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est aussi une manière de se mettre des alertes dans la tête, en fait. Tu vois? Mais c'est de la fausse modestie. L'année dernière, en conférence de presse, au même moment où Strade Bianchi, il te dit qu'il veut être le meilleur coureur de l'histoire. Oui, ça c'est de l'ambition. Ça, c'est de l'ambition. Mais s'il arrivait sur l'Estradé en disant ouais, effectivement, tous les mecs qui sont là, en fait, je vais finir avec 4 minutes d'avance, bah, tu vois, le discours, ça va pas, en fait. Donc, c'est là où il pourrait faire une erreur, en fait. C'est là où il pourrait commencer aussi à faire le métier un peu moins, commencer un peu moins à s'entraîner, à considérer qu'il a une grosse marge par rapport aux autres. Et peut-être se faire grignoter à un moment donné. Pour l'instant, je sais pas, je le sens, mais vraiment matricé jusqu'à 2030, quoi. J'ai l'impression qu'il veut, comme tu dis, Thibaut, voilà, on va pas revenir sur tous les débats qu'on a vus, qu'on a entendus ces derniers jours, un petit peu partout. Les 5 monuments la même année, les 3 grands tours la même année. On parle d'aller chercher 6 Tours de France. Enfin voilà, on va pas revenir sur tout ça. Ça c'est un peu du oui blabla. Mais Quoi? du oui blabla. Tu connais pas le oui blabla? Non, je connais pas le oui blabla. Le oui blabla, c'est quand il y a quelqu'un qui vient te parler de la pluie et du boulot. Oui blablabla. Oui blablabla. Oui blablabla. Voilà, donc c'est ça c'est bon, je veux dire Ok, je l'ai. Voilà. Ok, je l'ai. Faut essayer de rentrer un petit peu dans on verra au fur et à mesure, hein. Puis dans le vélo ça va tellement vite, mais voilà, moi en tout cas, voilà, je trouve que sur le discours, il reste encore voilà, je vois pas un demi signal d'alerte qui me ferait dire qu'il pourrait y avoir un début de faiblesse ou de truc et personne voit ça. Donc à partir de là, oui, c'est all-in entre guillemets sur Tadej. Eh ben merci beaucoup les amis pour ce coup tordu. Thibaut, il y a une preview sur Vélo Futé d'Estrade? Ouais. Mais évidemment, c'est Enzo qui nous l'a rédigé. Ah, d'accord, très très bon. Alors ça veut dire, Enzo, que c'est la même preview sur Vélo Futé sur ton site The Big Gear. La seule chose qui va changer, c'est mes prétendants, outsiders et tout ça, mais sinon la preview du parcours, c'est la même. Alors, je le dis pour tout le monde parce qu'il y a quelqu'un qui est venu me voir aujourd'hui en privé, il m'a dit t'aurais pas un accès à la Mole. Alors la Mole, on va quand même expliquer qui c'est, pour ceux qui le connaissent pas. C'est un gars qui fait des previews en Angleterre, qui était un grand pronostiqueur qui fait des previews. Sauf que lui, il est fait payer combien par an, Enzo? Je sais plus, je crois que j'ai eu 30 ou 40 livres, je crois. Ouais. Et on avait compté qu'il s'était fait combien avec ses souscriptions en 2024? Un petit matelas bien sympa. Ouais, genre, voilà, il est prof, c'est ça en Angleterre. Je crois, ouais. Mais après, écoute, s'il y a des gens pour payer, tant mieux pour lui, qu'est-ce que je te dis? Non, mais voilà, mais bien sûr. Mais moi, ce que je veux dire à ceux qui nous écoutent et qui écoutent le coup tordu, c'est que les previews de Thibaut et les previews d'Enzo, elles sont largement meilleures que les previews de la Mole et elles sont gratuites. Et la Mole, voilà, en faisant moins bien, il se fait 40 000 balles par an. Puis en plus, c'est bien parce qu'il prend 0 risque, parce que c'est pas du pronostic, c'est de l'aide au pronostic, de l'aide au preview. Donc voilà, donc profitez-en sur le site Vélo Futé, sur le site d'Enzo, Analyste Phoenix, ton compte Twitter, et The Big Gear, donc ton site internet. Donc voilà, donc allez-y, voilà, profitez parce que c'est du vrai taf et en plus c'est gratuit. Donc voilà, non, mais néanmoins, si tu veux avoir accès aux articles de la Mole, parce qu'il te donne quelques indications sur aussi un peu ce que lui va parier, il faut pas se le cacher, ça reste quand même un bon parieur. Moi je ne peux que te conseiller de récompenser son travail en payant, tout simplement. Ouais. Aussi, ouais. Si tu le veux vraiment, tu payes. Point. C'est tout à la ligne. Et pour en revenir du coup à Vélo Futé, cette semaine, moi je vais passer en quotidienne pour Paris-Nice où toutes les étapes seront publiées en détail. Très bien. Écoute, c'est parfait parce que de mon côté, ce sera Tirreno comme ça. Et vous pourrez tout avoir en allant sur l'un et l'autre.
Eh ben vous alignez parfaitement la fin de l'émission parce que dans le podcast ça sera 2 épisodes par jour, hein, dès lundi, un pour Paris-Nice, un pour Tirreno. Donc voilà, Thibaut et Enzo, dès que vous êtes dans la place, vous me dites, bien évidemment. Il y a Boris également, un manager de Side Limit, qui viendra faire un petit tour dans le coup tordu la semaine prochaine. Je sais pas encore quand. On va s'organiser, on aura aussi sa preview et ses pronos. Et donc voilà, donc le coup tordu Paris-Nice, Tirreno en bi-quotidienne sur la semaine prochaine. En tout cas, à chaque fois, il y aura un épisode pour chaque étape. À partir de lundi, on verra si on vous fait un petit truc pendant le week-end. Et encore un grand merci à tous les deux. Merci à toi. Merci surtout à toi. Ouais, non, mais voilà, toujours un kiff. Une star de la télé quand même avec nous. Star de la télé et de la radio. Ouais, non, mais après la radio et la télé, mais où va s'arrêter cet homme? Non, mais non. Au cinéma. Où va s'arrêter le coup tordu? Voilà, c'est tous ensemble. C'est où va s'arrêter le coup tordu. On avait dit ça quand on a démarré le podcast. On était quoi? On était fin 2022, 2023, fin 2022. Ouais, fin 2022. Et voilà. Et 2 ans et demi après, on se retrouve sur le plateau de Bistro Vélo à Eurosport. Donc c'est complètement, cette histoire est complètement délirant. Et je vous le dis, c'est que le début. Et d'ailleurs, ouais, je voulais aussi remercier les premiers coureurs qu'on avait interviewés, alors qu'à l'époque le podcast faisait, vous étiez une centaine à nous écouter au tout départ, et qui nous ont dit oui tout de suite. André Amisud et Pierre Barbier, qui avaient été les 2 premiers coureurs qu'on avait pu interviewer dans le coup tordu, qui nous avaient dit oui direct sans réfléchir. Donc voilà, c'est ça aussi, l'esprit de beaucoup de gens qui font ce métier, qui courent, qui font du vélo. C'est aussi des mecs sympas, accessibles. Et on continuera aussi à les mettre en avant de notre manière le plus souvent possible. Un petit mot pour Daniel Manjas également pour terminer. Thibaut, t'as vu qu'il va beaucoup mieux? Oui, j'ai vu ça, et c'est très bien. Et du coup, je tenais quand même aussi à faire une bise. Tu citais les coureurs, à notre parrain, quelque part, Pierre Barbier, parce qu'il n'est pas venu qu'une fois. Hein. Oui, il est venu, totalement. Il est venu 2 fois. Et voilà. Puis avant d'avoir eu Pierre et Missud, André Amisud, on avait aussi Antoine Besson dans le podcast, qui avait été notre tout premier invité. Merci à tous les deux. Et puis on se retrouve très très vite pour Paris-Nice et pour Tirreno. Allez, bon stradé à tous. Ciao les amis. Ciao.